Bien le bonjour les amis. Alors, petite vidéo aujourd'hui. Très spontanée. Donc j'ai encore une fois pas préparé de support, j'ai fait le mauvais élève. Donc je préfère parler en fait avec mon expérience en tant qu'individu et puis mon expérience en fait des connaissances et des savoirs que j'ai pu accumuler. Et dans cette vidéo en fait ici, l'idée c'est, vous allez voir, c'est pas forcément encore une fois d'y apporter une vérité. On va dire que moi, comme n'importe qui, et ça va un peu traiter de ça hein, d'une certaine façon, on pourrait chacun avoir une vision de la vérité. C'est plutôt d'y apporter ma simple expérience qui a été voilà, en fait, accumulée par mon métier, par tous les savoirs extérieurs et les formations et autre chose. Et surtout, en fait, une expérience de vie et une réflexion personnelle qui peut se compléter avec beaucoup de choses que vous pourrez peut-être trouver par d'autres personnes qui en arrivent aux mêmes conclusions et qu'importe quelque part. Le but de cette vidéo, et j'espère bien la structurer, hein, encore une fois, parce que j'essaye d'aborder un sujet qui me semble complexe, en tout cas à mes yeux, et le but c'est de le rendre le plus démocratisé en fait possible. Donc je vais essayer de passer par des exemples très simples pour comprendre un petit peu ce qu'est l'univers des perceptions en fait. Et quelque part faire un lien aussi avec ce qu'est l'hypnose en fait pour le coup, hein, avec toutes les connotations en fait qui vont avec. Et vous faire remarquer que dans ma conclusion, qu'il n'y a pas plus vrai, qu'il n'y a pas plus réaliste, euh, créative, euh, que ce que l'on appelle en fait l'hypnose en fait. Mais parfois j'ai bien conscience que de l'extérieur, on peut y voir quelque chose d'assez ésotérique, parce qu'on parle de quelque chose qui n'est pas tangible. On parle finalement de quelque chose qui n'a pas de substance. Et on pourrait y voir vraiment ça comme soit un coup de baguette magique ou du charlatanisme. Alors je fais une passerelle parce que cette semaine j'ai mis justement des publications pour la nouvelle année qui arrivait, et puis et beaucoup de gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontrés. Alors j'avais tous les mots, ouais, c'est du charlatanisme, c'est ci, c'est ça, et j'ai eu toutes les connotations. Et je pense que inconsciemment peut-être ça motive un petit peu cette vidéo, parce que le constat que j'en fais, c'est que je me dis, oui bien sûr que dans cette vision-là, on rentre dans un cadre extrêmement ésotérique, parce que, et c'est là qu'on se voit que l'impact des médias, euh, il a bien fait son taf, clairement. Mais du coup, on se prive de beaucoup de choses, de quelque chose qui est fondamental, qui fait partie de nous dans l'ensemble, mais parfois qui a été très 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 mal compris. J'aimerais partir d'un postulat qui ne sera que ma position, mais qui a été finalement en neurosciences plus que vérifié et validé, mais aussi mathématiquement aussi vérifié pour le coup. Le premier constat, c'est que on se rend compte d'une chose, finalement, que ce soit vous, moi, ou le vivant en général, on va prendre le monde animal, c'est que tout ce que vous ferez vous ramènera soit à votre intérêt direct, soit à l'intérêt de vos gènes, c'est-à-dire de vos enfants, soit finalement en fonction de vos croyances, dans une récompense, dans une vie après la mort. Deuxième postulat que j'engage et que je prends, c'est que, alors là on va retrouver ça dans les principes de la PNL ou autre chose, c'est que tout est communication et qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Vous avez plusieurs types de langage. Vous avez les mots que vous entendez. Mais vous verrez aussi tout ce qui va se communiquer par mes yeux, mais par mes micro-expressions, mon visage, mes mains, comme vous pouvez le voir, mon corps, ma position, et ainsi de suite. Nous appelons ça le langage non verbal, et vous avez aussi le langage paraverbal. Par exemple, ici, le paraverbal, c'est tout ce qui va entourer mon langage des mots. Dit autrement, on pourrait dire à quelqu'un avec le visage, regardez ici mes micro-expressions, je pourrais dire à quelqu'un, et dans le son de ma voix et mon intensité, je pourrais dire je t'aime. Vous voyez, il y a ce mot je t'aime, et quelque part on n'y voit que ça. Et puis il pourrait se dire bien autrement, avec beaucoup plus d'intensité, avec un regard différent. Ah, je t'aime. Alors c'est le même mot, mais est-ce qu'il a la même signification? Et quelque part, en fait, dans tout ça, on pourrait dire qu'il y a ces deux formes de langage en fait en nous. Il y a celui qu'on va verbaliser et communiquer, et vous allez avoir tout cet emballage par le langage paraverbal et non verbal, qui parfois va montrer une intention complètement différente. Alors ces outils, on les comprend aujourd'hui d'un point de vue évolutionniste, parce qu'on se rend compte que si on disait à chaque fois tout ce qu'on pense est la vérité, socialement parlant, c'est juste un carnage. On se met en danger, en fait, concrètement. Soit en danger par rapport à votre préjudice psychologique, mais aussi physique, qui peut amener, en fait, potentiellement, en fait, à de la mort. Donc on a développé, en fait, tout un système de langage indirect et parfois direct, intriqués les uns dans les autres,
qui permet en fait de pouvoir en fait favoriser à la compréhension des uns et des autres, de modérer parfois les ardeurs des autres, et se trouver tout un ensemble de stratégies qui nous permet en fait de pouvoir en fait comme ça évoluer en fonction de ce qu'on est, des atouts qu'on a, des outils qu'on a pour pouvoir en fait tirer son épingle du jeu. Alors quand j'explique tout ça, premièrement en fait, en gros, ben, on manipule tous, et que deuxièmement, eh ben, toute communication, enfin, on ne peut pas ne pas communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même un non-dit, ça veut dire que maintenir simplement une posture par rapport à, je veux dire, une personne qui vous parle, et ne serait-ce que ne pas y répondre, c'est interprété par l'interlocuteur en fait qui est en face de vous. Le cerveau le voit. Mais l'interprétation peut être relative. C'est pour ça qu'on pourrait dire que chaque fois que vous allez percevoir quelque chose, d'une certaine façon, on y reviendra après, on va le voir comme une forme de vérité. Mais on pourrait aussi se dire que chaque personne y voit aussi sa vérité, et que dans le regard de l'autre, elle ne devient qu'une croyance. Pour synthétiser tout ça, on pourrait dire qu'il y a un mot qui pourrait ressortir, qu'on va beaucoup entendre dans l'hypnose, qu'on pourrait entendre dans la politique, qu'on pourrait entendre dans le marketing, c'est le mot manipulation. Alors en effet, ce mot manipulation, en fonction des contextes, en fonction des époques, en fonction des endroits où vous vous trouvez, en fonction d'une personne à une autre, elle va être plus ou moins connotée. Mais pourtant, ça ne reste qu'un mot dans lequel, si vous comprenez ce que je viens de vous dire, personne ne peut s'extraire de ça. Maintenant, j'aimerais l'amener dans un prisme différent. Imaginons que ce mot, en fait, manipulation, qui peut sembler dans les yeux de beaucoup de personnes comme quelque chose de négatif, on le remplace par un autre, qu'on appellerait éducation. Éducation, au premier abord, on pourrait se dire, oui, ça nous amène vers quelque chose de constructif qui développe l'individu. Et ça, quelque part, c'est un peu Alice au pays des merveilles. D'une certaine façon, c'est vrai, hein, encore une fois, mais elle n'échappe pas en fait à cette part de manipulation. Vous avez tous, si vous avez des enfants, ou un conjoint autour de vous, ou en interaction avec les gens, que ce que vous, parfois, vous avez défini comme éducation, parfois dans le regard de l'enfant, qui n'était pas toujours d'accord avec la façon dont vous ameniez les choses, ou à l'endroit où vous voulez l'amener, hein, dans son parcours de vie, ou dans ce qu'il veut faire, il va s'opposer. Alors on va peut-être trouver un langage bienveillant, une façon, pour d'autres plus difficile, il y en a qui vont passer par la tarte aussi, hein, ils vont appeler ça de l'éducation. Mais pourtant, elle ne reste que votre vision du monde, que vous imposerez, hein, plus ou moins docilement, à une autre personne. Tout ça pour dire que, vous voyez, ces deux mots ne sont que les deux faces d'une même pièce, et qu'en fonction de l'individu, en fait, quelque part qui est caché derrière, vous allez définir et justifier, en fait, vos comportements. Justifier, en fait, vos choix. Mais que dans tous les cas, vous apportez toujours cette influence autour de vous par rapport à ce que vous définissez comme votre vérité. Et qu'est-ce qu'on peut voir derrière? C'est que nous avons en fait finalement une machine en fait ici qui va construire des stratégies, qui va construire une carte du monde qui sera propre à chacun. Elle sera influencée quelque part par votre nature, parce que vous êtes un être humain, vous n'êtes pas un dauphin, vous n'êtes pas une baleine, vous n'êtes pas un éléphant. Vous allez avoir finalement déjà une programmation, hein, qui va être basée justement sur... alors je vais prendre une échelle parmi tant d'autres, hein. Par exemple, on pourrait prendre la pyramide de Maslow, qui va établir les besoins fondamentaux de l'homme, c'est-à-dire les premiers, les fondamentaux, c'est, j'ai envie de dire, l'accès aux ressources, l'accès au territoire et la reproduction, donc la prolifération des gènes. Alors ça, c'est ce qui va conditionner majoritairement en fait tous nos comportements. Dans tout ça, vous allez aussi voir quelque part aussi des cheminements fondamentaux qui vont être basés sur des peurs fondamentales, c'est-à-dire la peur de la mort, la peur du rejet, pardon, la peur de l'échec, et ainsi de suite. Elles sont finalement un moteur qui va définir en fonction, alors inconsciemment et tous les jours, en fonction finalement en fait de votre perception de la vie, vos choix, vos directions, vos stratégies, ce que vous mettrez en place. Et ça va un peu plus loin parce que on pourrait dire que une personne qui a une vision matérialiste de la vie est finie et ça s'arrête et il n'y a plus rien derrière. Et une personne qui aura une vision justement spirituelle, par un courant ou un autre, hein, on va voir qu'il n'y a que la forme, on en parlera dans notre vidéo, qui va changer, mais qui va ramener à un esprit ou une âme qui va transcender en fait la matière, va définir vos actes et vos actions et comment vous allez les légitimer. Donc ici, l'idée c'est pas de dire ça c'est juste, ça c'est pas juste, ça c'est vrai, ça ne l'est pas. C'est simplement en fait de faire un postulat qui va faire que vous allez définir et justifier vos valeurs,
vos comportements et mettre en place des stratégies qui vont construire votre identité fondamentale et les directions de vie que vous prendrez. Le problème, c'est que si, encore une fois, on va un peu plus loin, on se rendra compte que chacun, même si on peut avoir des points communs, aura une vision unique et personnelle, en fait, de ces choses. Mais pourtant, dans le regard de chacun, pour beaucoup, elles apparaissent comme une vérité. Pourtant, si on y réfléchissait un petit peu philosophiquement, une vérité, par définition, elle serait incontestable, elle serait universelle, et personne ne pourrait la contredire. Mais pourtant, en fonction de nos croyances religieuses, de nos dogmes, de nos spiritualités, de la croyance au matérialisme, de la croyance en tout ce que vous voulez, euh, vous allez, en la science par exemple, vous allez en fait axer et orienter en fait tout ça. Et pourtant, elles s'opposent, et on se rend compte que nous, tous ces gens, parfois, on est en désaccord, on pourrait le voir dans les soirées animées, quand on va parler de politique, quand on va parler en fait de spiritualité, quand on va parler finalement de nos perceptions respectives, on peut avoir des accords et des anicroches. Et pourtant, on a tous l'impression d'avoir la vérité, en fait, encore une fois. Alors, dans tout ça, ça nous fait un beau sac de nœuds, parce qu'on veut tous des certitudes, parce que les certitudes ont aussi une fonction, et la peur, l'idée, c'est pas de la diaboliser, c'est que la peur a une réelle fonction, en fait, même si elle n'est pas contradictoire, quelque part, en fait, au vivant, parce que bien sûr, je parlais de la peur, mais qu'est-ce qui vient s'opposer à la peur? Bah, c'est l'amour, c'est le plaisir, c'est le désir, c'est la pulsion de vie, appelez-la comme ça. Et la mort et la peur du rejet, ainsi de suite, sont une pulsion de mort. On pourrait dire encore une fois que ce sont les deux faces d'une même pièce, qui sont indissociables et intriquées les unes dans les autres, si on s'arrêtait uniquement à une pensée matérialiste. On pourrait le retrouver dans beaucoup de philosophies, ce concept. On pourrait le retrouver dans le yin et le yang. On pourrait comprendre que le jour ne peut exister sans la nuit. On pourrait comprendre que le bien ne peut exister sans le mal. On pourrait aussi comprendre en fait que le courage ne peut exister en fait quelque part sans la conscience. Et quelque part, en fait, toutes ces choses qu'on veut opposer parfois, elles ne sont que toujours les deux faces d'une même pièce. Alors dans tout ça, ici, on est toujours dans des étapes paradoxales, dans lesquelles il peut y avoir en effet ces deux extrêmes qu'on peut définir, mais tout ce champ des possibles qui existe en fait entre les deux. C'est ce qui va définir vos perceptions respectives. Et quelque part, dans tout ça, ça peut être créateur, mais aussi destructeur. On pourrait aussi amener les choses autrement en disant, ben vous avez des yeux, en fait, ici. En effet, vous avez vos sens, votre oreille, votre odorat, votre goût et votre toucher, et ainsi de suite. Et vous allez vous rendre compte que si on prenait uniquement aujourd'hui la physique purement classique dans les règles du matériel, donc je vais extraire le quantique pour l'instant, on va se rendre compte que quoi? Que vos sens ne sont qu'une information électromagnétique que votre cerveau interprète. Dit autrement, quand je touche là mon canapé, j'ai l'impression du toucher. Je touche, c'est de la matière, c'est du tissu, c'est plutôt tiède, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mon cerveau me donne ces informations. Dans le cadre de la physique, on vous dira simplement, non, un atome est finalement un noyau avec des électrons qui gravitent, et qu'en fonction en fait, de sa composition, elle n'est qu'un champ électromagnétique qui vient en fait créer en fait, une répulsion entre le noyau et ses électrons, mais aussi une répulsion avec d'autres molécules. Mais elle ne rentre jamais en contact quelque part. Ce qui veut dire que par là, en fait, ici, vous avez l'impression du toucher. Mais pourtant, ce toucher vous semble réel, solide, et avec la température et toutes les perceptions que vous en aurez. Pourtant, dans le regard de cette physique, on vous dira une toute autre réalité. On pourrait le voir aussi par la vue en vous disant, mais oui, aujourd'hui, comme je vous disais, vous avez des yeux, certes, mais il y a 20 ans aussi. Pourtant, vous ne regardez pas le monde de la même façon qu'il y a 20 ans. On pourrait y voir la même image. Mais pourtant, peut-être que mon voisin, lui, en fonction de son expérience, de ce qu'il a vécu, ou dans le comportement qu'il y verrait, ou s'il verrait un beau tableau d'art, ou un film, ou une série, il pourrait me dire, ah, tu as remarqué ça, tu as vu ce comportement. Et moi, en fonction finalement de ma carte du monde, parfois je l'aurais vu, parfois pas du tout. On pourrait dire qu'on a des yeux, mais on ne regarde plus forcément les choses de la même façon. Pourtant, normalement, cette image devrait être objective, mais vous avez vu, il y a un traducteur qui va être encore une fois le fruit de ma carte du monde, qui va venir altérer cette vision. Un peu comme une lampe de poche que l'on mettrait ici, dans lequel il ferait tout noir et on pourrait voir uniquement ce que je vois en fait dans ma lumière. Mais cette lumière, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, c'est que en fonction de l'endroit où je la mets, ou en fonction du rayon en fait qu'elle peut prendre, mon ouverture d'esprit,
je peux y voir beaucoup plus de choses. Mais elle ne sera toujours qu'une croyance dans le regard de l'autre, et pas forcément une vérité. On a tous vécu ces moments euh, où on est tellement concentré dans quelque chose, dans un morceau de musique, où des fois je vois les gamins dans les jeux vidéo, et on va leur parler, limite ils vous entendent pas. Des fois ils le font exprès, hein. Des fois vous devez vous répéter 3 fois, oui, ils étaient focalisés. On pourrait le faire dans une bonne lecture, dans un bon film. Pour certains, on pourrait le faire dans une méditation, ou dans une prière pour d'autres. Bref, il va y avoir une multitude dans ce qu'on pourrait appeler comme ça d'états de perception de focalisation. Et dans cette focalisation, à chaque fois, vous allez voir que ça va se faire au détriment, quelque part, du reste, d'une certaine façon. Votre cerveau est en état de focus, mais au détriment d'une autre réalité. On appelle ça les états modifiés de la conscience. Prenons peut-être le plus universel et qu'on connaît tous, le rêve. Quand vous rêvez, vous êtes convaincu que dans ce que vous rêvez, c'est réel. Dans l'image, vous êtes incapable de la contester, vous la contesterez quand vous en sortirez. Tout ce que vous allez vivre, sentir, toucher, vous semblera comme une réalité. Et même ce que vous allez ressentir et vivre. C'est pour ça que qui ne s'est pas réveillé, parfois plus jeune, avec en surpris, en ayant du mal à respirer, comme si on avait vécu en fait sa propre peur en fait. Mais pourtant, quand vous en sortez, vous dites ouais, mais elle n'était pas réelle cette peur. Pourtant, je l'ai vécue comme une réalité. Pour ceux qui sont adeptes des méditations ou même peut-être d'autres process, vous allez vous rendre compte que quand vous rentrez dans certains états modifiés de la conscience, moi en tout cas personnellement, là c'est du vécu, j'ai déjà atteint des états de méditation où je ne faisais que simplement pas bouger mon corps en fait, hein. Même si j'ai envie de me gratter le nez ou quoi que ce soit, je ne bougeais pas. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, en tout cas moi chez moi c'est comme ça, mon corps, il s'endort, un peu comme vous, en fait. Je vais feinter mon corps pour faire simple. La méditation, c'est l'une des formes, elle pourrait nous dire ça. Je feinte mon corps, je lui dis, tu bouges plus, c'est le moment de dormir, et il va s'endormir. Au bout d'un moment, j'aurai le corps, pas vraiment engourdi, mais je le sens plus, il n'y a plus de consistance, il n'y a plus rien. Mais là, le cerveau, il va basculer dans autre chose. Il va faire que vos pensées, même si vous êtes complètement conscient, parce que vous êtes embusqué à l'intérieur de vous et vous dites on va dormir, mais en fait on est caché d'une certaine façon. On lui donne cette illusion-là. Le corps va réagir à cette réalité. Et vous allez comme ça, en fait ici, attendre dans un coin de votre tête. Et là, à ce moment-là, en fait, quand votre corps s'endort, il se passe quelque chose d'assez surprenant. C'est que les images que vous verrez ne sont plus des images comme ces images qui peuvent nous traverser l'esprit. C'est que ces images, elles sont comme si vous entrez dans votre sommeil paradoxal. Elles deviennent réelles. Et tout ce qui va être émotionnel, vous allez le vivre de façon amplifiée. Alors, dans le bon, comme dans le moins bon. Alors, ça peut demander une certaine préparation. Mais vous allez peut-être même les premières fois réouvrir vos yeux en disant « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est assez perturbant. On pourrait dire que quand on vous met des lunettes de réalité virtuelle aujourd'hui, vous allez évidemment savoir que vous allez avoir ces lunettes. Et pourtant, quand vous allez voir cet astéroïde qui va vous rentrer dessus, pour certains, vous ne pouvez pas vous empêcher de lever vos mains ou d'avoir peur. On pourrait dire aussi qu'il y a cette réalité, et quelque part cette réalité, si on compare par rapport au rêve, qu'est-ce qui me dit qu'on ne dort pas en fait? Déjà, ça c'est une question que je vous invite à vous poser. Alors j'ai pas la réponse évidemment, c'est juste une question comme ça, déjà un peu rigolote, mais aussi un peu philosophique pour le coup. C'est que si nos rêves nous semblent tellement réels, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on ne dort pas? Petite référence à Matrix ou à Inception d'une certaine façon. C'est que votre cerveau à ce moment-là, il vit les choses comme une réalité. Si on prenait en fait maintenant les états hypnotiques, ce qu'on appelle les états modifiés de la conscience, comme on le voit ici par le sommeil, comme on pourrait le voir avec mes lunettes de réalité virtuelle, comme on pourrait le voir dans le réel, où ici je dis je touche, et pourtant je touche pas vraiment, ou je vois, mais je vois en fonction, d'une certaine façon, d'un processus de mes schémas éducatifs, de ma nature, de mes croyances, de mes représentations, de mes peurs, de mes fantasmes, et ainsi de suite. Et vous allez rencontrer toute une nuance en fait qui va vous imposer cette vérité. Eh bien, venons-en en fait à l'hypnose. L'hypnose est exactement quelque part la même chose. C'est que votre cerveau, en fait, il va se rendre compte que, et peut-être je vais donner des exemples concrets, ça va vous parler beaucoup mieux, et je pense que pour ça, le spectacle, pour le coup, c'est peut-être l'une des choses, quoi qu'on en pense, l'une des choses les plus réalistes là-dessus. Parce que ça se fait par le jeu, et quelque part, il y a une complicité, et puis il y a un accord, en fait, tacite qui va se faire entre deux personnes. La personne va voir la chose comme un jeu, d'une certaine façon, elle va s'autoriser par curiosité ou par envie, ou parfois pour contrer une peur, à le vivre. Et dans tout ça, je prends l'expérience de la pièce parce que celle-là, elle est juste folle. C'est vous mettez une pièce sur la main en fait d'une personne,
Et puis vous lui faites croire que vous la brûlez en fait cette pièce, qu'elle devient chaude, très très chaude, jusqu'à temps qu'elle devienne brûlante, comme voilà, un métal en fait qui devient tellement rouge en fait, qui est prêt à fondre en fait. Alors évidemment, la personne est là, elle peut être les yeux ouverts ou fermés, hein, ça n'a pas d'importance. Bien sûr, vous n'avez pas de chalumeau, hein, vous n'avez pas de briquet, vous n'avez rien. Hein. Vous lui faites juste croire, elle est en état modifié de conscience. Et quelque part, elle se connecte en fait à un imaginaire beaucoup plus vaste, et elle va se faire vivre en fait les choses. C'est pour ça qu'on parlera après de l'effet placebo et de l'effet nocebo. Vous allez vous rendre compte très rapidement, pour la personne qui va accepter la suggestion, ce qui n'est pas forcément universel, et on pourrait dire qu'il y a toujours une façon en fait de l'amener qui va être propre à chacun, mais on pourrait potentiellement la faire vivre à tout le monde. Hop, il va jeter la pièce au bout d'un moment, parce que pour lui c'est chaud. Alors évidemment, dans les faits, on n'a pas chauffé la pièce. Mais pourtant, ce qui va être assez curieux, et pas forcément chez tout le monde, c'est que dans les minutes qui vont suivre, vous allez soit avoir une rougeur ou une cloque. Et là, vous allez vous dire, mais pourtant la pièce n'a pas été chauffée, et pourtant ça ne brûlait pas. Mais son cerveau était convaincu que ça brûlait. Et il lui a fait vivre un effet nocebo. Tout ce que votre cerveau croira comme réel, il le vivra, en fait, dans sa réalité. D'accord? En bien comme en mal. L'effet placebo, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est on va vous donner un cachet, vous allez avoir la blouse blanche avec, j'ai envie de dire, le biais d'autorité. Hein. J'ai l'autorité, j'ai le savoir, je maîtrise ces molécules, la chimie va changer votre vie. On va donner cette molécule qui est complètement parfois chimiquement inactif, mais le fait que vous lui donnez un pouvoir peut impacter votre physiologie ou vos comportements. Donc ça, on l'a tous vécu, on connaît tout ce principe-là. Mais sauf qu'il peut se faire dans des choses constructives comme dans des choses négatives. Tout ça pour dire que vous avez vu en fait ici qu'on regarde par le biais de nos rêves, quand on regarde la réalité, quand on va regarder par une méditation, quand on va regarder par l'état d'hypnose, quand on va regarder par ces différentes choses qu'on est en train de citer depuis tout à l'heure, j'en ai peut-être oublié, hein, je crois, bon ça me reviendra après, c'est qu'on croit toujours créer des vérités, mais qu'en même temps, d'une certaine façon, nous ne sommes que dans des croyances. Et dans ces croyances, comme on a vu, on a des bonnes et des moins bonnes. Il y a ces bonnes croyances, on pourrait dire, qui sont fonctionnelles et utilisationnelles, soit par vos valeurs, mais aussi qui sont physiologiques, c'est-à-dire quand je marche, quand je mets ma fourchette à ma bouche, quand je conduis et que je peux écouter de la musique tranquillement et parler à l'autre tout en étant attentif sans que ce soit une anxiété, ça va faire partie de ces modèles automatisés adaptatifs qui vous permet en fait de pouvoir être efficace, sans vivre un stress en fait important. Et pourtant, ça représente des milliards d'informations, de traitements d'informations à la seconde, que votre inconscient fait pour vous. Mais parfois, vous avez vu, il peut y avoir en fait des programmations, hein, des apprentissages qui ont été mal encodés. Et de ça, vous allez avoir tout type de phobie, de peur. Ça sera toujours des peurs, après ça des phobies. La phobie, on pourrait la mettre dans un état d'intensité particulier, donc on pourrait dire qu'il y a tout état d'intensité. Et ça peut passer de la phobie des pieds, parce que j'en ai une il n'y a pas très longtemps, tout comme la phobie d'un ballon de baudruche, tout comme la phobie quelque part en fait des fois des crocodiles ou de l'eau ou de ma voiture, ou voilà dans les choses plus concrètes. Vous allez avoir un champ extrêmement vaste et large, des araignées, des machins, tout ça. Bon, à ce moment-là, cette personne elle a vécu une expérience, parfois qui a été encodée négativement. Si je prends l'exemple de la personne pour les pieds, un jour, quand il est gamin, il y a 8 ans, ils sont en train de jouer, l'autre il lui fout son pied en fait dans la bouche. Et forcément, il ne vit pas comme une bonne expérience. On pourrait dire autrement, il l'a traumatisé. Mais son cerveau, il a encodé l'expérience comme ça. Et puis quelque part, on pourrait dire avec le temps, ouais, mais qu'est-ce qui fait qu'il en arrive à ça? Aujourd'hui, moi, quand je me rapproche de lui, en fait, pour ceux qui me connaissent, hein, je travaille en tongs. Sauf que moi, il me dit pas qu'il vient pour une phobie des pieds. Le gars, il a 19 ans, il vient avec sa maman. Je rentre dans la salle d'attente et je vois deux regards crispés, horrifiés. Alors c'est assez anecdotique parce que j'ai pas pu m'empêcher d'exploser de rire, hein, même si je comprenais en même temps, mais j'étais... pour une fois, je crois que j'ai craqué en fait. Parce que la réaction me bluffe et la maman me dit vous l'avez fait exprès. Je dis de quoi parle-t-on? Elle m'a dit vos pieds, vos tongs. Je dis il vient pour une phobie des pieds. Alors, et c'est là où je me mets à exploser de rire, et parce que je vois la réaction et je comprends. Je dis non, pas du tout, je travaille comme ça, c'est pas prémédité. Et je vais tester, hein, je vais me rapprocher de quelques centimètres pour voir la zone de tolérance, et vous allez voir une réaction qui va complètement exulter, crisper. Et je recule de 3 centimètres, ça se détend. Alors, c'est assez rigolo parce que limite je veux en jouer, et en même temps je veux savoir un petit peu en fait comment lui il regarde le monde par rapport à ça. Et après on verra où je vais comprendre son histoire. Vous voyez en fait ici qu'importe la phobie, c'est que pour la personne, elle va lui empêcher de faire énormément
deux choses en fait, hein. Ça va être un frein, que ce soit j'ai peur du vide, ben forcément quand vous voulez dire je vais aller en vacances en montagne, ou quand je vais monter de 3 marches de mon escabeau, ça va être compliqué, ou ne serait-ce qu'aller grimper sur un terrain ou je sais pas quoi. Et parfois ça va sanctionner nous-mêmes, ça va sanctionner en fait notre environnement, ce qui va souvent d'ailleurs se transférer, hein. Vous allez voir que souvent une peur, on peut la transférer, on s'en rendre compte, pas par les mots, hein, juste parce que j'ai peut-être l'habitude de réagir négativement à quelque chose, juste parce que je l'ai évité, ou je fais ou machin, vous allez la transmettre en fait, systématiquement. En tout cas, souvent en grande partie. Il y a une personne qui peut s'associer, et une personne qui peut se dire, bon, au bout d'un moment, non, je m'associe pas à ça, et je la prends pas. Vous allez avoir toute nuance, ça va dépendre de l'âge que vous avez, ça va dépendre du crédit que vous donnez à la personne, la légitimité, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, ça créera un petit travail de sape, un doute et une confusion. Alors en fait, en effet, ici, eh ben, l'idée, en fait, pour revenir quelque part à la thérapie, à l'hypnose, c'est que vous avez vu en fait ce que votre cerveau voit comme vrai et réel, il vous impacte et vous créez cette réalité, et vous allez vous l'auto-entretenir et vous la faire vérifier, la légitimer, vous allez sélectionner en fait les gens, les expériences qui vont vous dire vous avez raison de penser comme ça. En gros, votre cerveau, quand il apprend de façon négative, sur une tristesse, sur une colère, sur une peur ou ce que vous voulez, c'est que il va faire un amalgame, hein. C'est comme s'il disait, si on prenait l'histoire des pieds, bon voilà, j'ai vu que cette expérience, j'ai un pied dans la bouche, c'était pas agréable, il y avait le goût, il y avait l'odeur, il y a machin, le fait que c'était un pied, il a dire pied, pas bon, mauvaise expérience, hein, pied ça fait peur, pour faire simple. Du coup, derrière, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'à chaque fois, en fait, finalement, qu'il va entendre, qu'il va voir, qu'il va écouter, qu'il va voir dans une vidéo quelque chose qui va lui renvoyer ça, il sélectionne. Et il dit qu'il a raison de penser comme ça. D'une croyance, progressivement, vous allez voir que en fonction des gens et des situations, ça va se développer, et ça va s'enquister, ça va se rigidifier, s'endurcir. Ça va développer de la généralisation et de la distorsion. Un peu, on pourrait dire, comme j'avais déjà expliqué dans une vidéo avec la voiture. Toute voiture dans tout contexte, inconsciemment, est dangereuse. Ce qui fait que quand je prends ma voiture, parce que j'ai pas le choix, parce que vous verrez que suite à ça, le cerveau il va mettre 3 comportements: fuite, combat, tétanie. Alors je vais tout faire pour éviter. Éviter parce que bah, je prends pas la voiture, moi je dois aller faire les courses, on verra demain, hein, d'accord. Ça je vous l'avais déjà expliqué. Ou je sais, je vais devoir faire une longue route, tout ça, développer un symptôme pour justifier, ah t'as vu je suis malade, je peux pas y aller, machin. Ou le mode combat, c'est quand les enjeux sont au-dessus. Ouais, il faut que je bosse, hein, parce que si je travaille pas, je peux pas nourrir les enfants, je peux pas payer mes factures. Et là je prends la voiture, je suis crispé comme ça, je suis tendu. Ou le mode tétanie, hein, c'est-à-dire je suis bloqué, hein, il y a une voiture qui se rapproche un peu trop vite, trop près, je vais me brusquer, là une personne serait adaptée, et puis potentiellement peut-être taper dans la voiture qui est devant. Et là le cerveau il se dit, ah t'as vu, je te l'avais dit, hein, t'as vu, je te l'avais dit. Alors ce qui est assez fou, c'est qu'on va sélectionner les gens, les expériences qui vont dire qu'on a raison de penser comme ça. Mais à ce moment-là, en fait, ça va créer une simple distorsion, une croyance qui va devenir une vérité. Et forcément, cette vérité, vous avez vu, elle impacte fondamentalement soi et sa réalité en fait autour. Donc l'idée ici, en fait, pour revenir en fait à l'hypnose, c'est simplement de dire que, vous voyez en fait ces modèles qui se cristallisent, hein, quelque part, qui se rigidifient, comparé à un autre comportement qui peut être beaucoup plus fluide et adaptable, eh ben, pose forcément un problème. Et que l'hypnose n'est simplement qu'un moyen, d'état modifié de la conscience, parmi d'autres, qui permet de vous connecter quelque part à cette partie émotionnelle, à cette partie inconsciente, ce qu'on appellerait à votre corps, ce que certains appelleraient votre surmoi. En fait, on pourrait y mettre tous les qualificatifs, c'est pas important parce que bon, c'est quelque chose qui est très très vaste, hein, qui représente l'ensemble de vos programmations et la façon dont vous créez votre carte du monde. Mais quand vous rentrez dans ces états-là, votre cerveau devient plus suggestible, c'est-à-dire que derrière, vous avez vu, son rapport à la réalité change. En fait, vous vous connectez davantage à votre créativité, vous enlevez quelque part, vous supprimez des barrières mentales, en tout cas vous allez vous en émanciper, des barrières mentales qui vont bloquer, hein, ce qu'on va appeler les résistances en fait mentales, vos peurs, dit autrement, qui permettent en fait de pouvoir venir parfois contredire cette réalité, là où elle s'est cristallisée dans un angle très très particulier, je vais mettre ma main là, voilà, très figé, c'est-à-dire voilà, tout ça, toutes les choses sont comme ça, et pouvoir en fait permettre déjà de faire un effet miroir, comme je l'ai expliqué, et lui faire remarquer en fait que dans ses propres mots, dans ses propres phrases, pardon, dans ses propres comportements, il y a toujours contradiction. Je l'avais expliqué avec, vous allez entendre dans des mots, hein, ouais mais tous les machins sont comme ça, oui mais machin, on a mis tout le monde dans le même sac. Forcément, bah, du coup, vous allez vous défendre par rapport à ça, si vous êtes convaincu en fait que tout est comme ça en fait. Mais votre cerveau, il voit plus les nuances, il voit plus en fait finalement toutes ces possibilités en fait quelque part qu'ils existent aussi, mais qui ne prend plus en compte. Il a focalisé son champ de perception et il va l'auto-alimenter pour devenir en fait une vérité. Quand on va recadrer, quand on va reformuler, quand on va faire un effet miroir dans un premier temps, on va juste en fait contester la croyance de l'individu. Faire un effet miroir de lui à lui, hein.
Je ne vais pas lui imposer ma vérité. Je fais que reformuler. Comme je vous disais la dernière fois, tous les hommes sont des salauds. J'aurais juste pu dire tous les hommes. Ou pourquoi on a couché ensemble, comme je vous avais expliqué. En fait, ici, on va reforcer le cerveau à se recentrer sur une expérience qu'il a vécue, hein, sur peut-être une séparation, sur peut-être une trahison, sur peut-être une histoire bien plus profonde que ça, dans le rapport aux parents, ainsi de suite. Mais dans tous les cas, ici, il s'est passé une expérience dans un contexte avec un ensemble de conditions bien précises. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, parce que cette personne se fait vivre cette réalité, elle l'impactera, elle la créera. Et elle, où elle se sentit victime, elle en deviendra en fait la persécutrice, ou le persécuteur. D'accord? Et elle rentrera dans ce qu'on appelle le triangle infernal de Cartman. On l'avait déjà expliqué, en fait, victime, persécuteur, sauveur. Et dès qu'on est rentré dedans, on tourne en rond et on prend ces trois rôles systématiquement et on transfère notre gros sac avec le meilleur comme le pire, en fait, à nos enfants ou aux gens autour de nous et on fait des schémas transgénérationnels. Une peur qui n'est pas abolie, on pourrait dans une génération, se transmet à des échelles plus ou moins variables, en fait, chez l'autre, ou compensée, mais qui nous amènera toujours à rentrer dans cette boucle-là. Alors, je sais, c'est une longue vidéo, je vois, ça fait quasiment 31 minutes. L'idée, en fait, ici de cette vidéo, c'était de comprendre un petit peu comment notre cerveau, en fait, regarde le monde. C'est, on pourrait dire, l'univers des perceptions, des représentations, mais aussi les vérités, hein, qui ne restent que des croyances, en grande partie, que notre cerveau met, avec le positif qui peut en ressortir, dans ces choses, dans des cheminements adaptatifs et adéquats qui nous poussent à évoluer, à grandir, mais aussi dans des schémas qui nous rigidifient, c'est-à-dire en fait ici nos peurs qui prendront la forme de croyances, parfois des croyances qui viendront des vérités, qui rentreront dans l'identité, hein, qui est là, on pourrait dire, le support fondamental en fait de chaque individu. Mais que dans tout ça, vous avez vu, on peut forcément, en fonction de nos états de fatigue, en fonction de nos humeurs, en fonction finalement de où on est dans notre vie, en fonction finalement de l'attention qu'on met sur quelque chose, hein, une série télé, un livre ou autre chose, ou de nos préoccupations, finalement toujours se décaler dans l'espace, hein. On appelle ça les états modifiés de la conscience, d'accord? Ce qu'on va appeler des états hypnotiques. Hypnose, si on reprend la mythologie grecque, parce que c'est vrai que pour dire ce mot hypnose, il est un peu bizarre. Hypnose, c'est le jeu du sommeil en fait. Mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est quand vous comprenez l'ensemble de ces mécanismes, vous pouvez redevenir conscient de ces mécanismes. Hypnose, c'est le seul qui ne dormait pas, mais qui faisait dormir tout le monde. Et ça nous renvoie en fait à la notion, on pourrait dire dans certains courants, en fait, de l'éveil en fait. À partir du moment en fait où vous acceptez en fait ces réalités que quelque part tout est croyance, mais en même temps toute vérité et toutes les nuances qui vont avec, vous pouvez porter un regard sur le monde bien différent, sur vous et sur les autres. Et vous vous rencontrez très rapidement en fait que chaque personne, chaque individu, chaque situation que vous rencontrez ne sera qu'un miroir de vos peurs et de vos désirs. Mais que dans chaque personne et chaque situation, elle vous renverra voilà, ses peurs les plus fondamentales. Et c'est pour ça que parfois vous allez dire « Oh, j'aime pas lui. Ah, il est comme